Bonjour Robert Ménard. Bonjour Jean. Alors merci de nous recevoir à nouveau. Alors là c'est un contexte un peu particulier, vous venez de participer à une conférence débat donc aux rencontres annuelles des musulmans de France organisée par l'UOIF. Déjà première question, qu'est-ce que vous avez pensé de cette participation, cet événement en général? Ils m'ont invité, j'y vais, comme je vais dans d'autres endroits. En plus, c'est vrai que je savais que c'était un énorme rassemblement, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes. Ils annoncent 150 000 personnes. Il y avait beaucoup de monde. Ça m'intéresse, c'est aussi de la curiosité. Je voulais voir un peu qui étaient les gens là, comment ça s'était passé. J'en avais eu des échos, mais dans la presse, qui se résumaient en gros à dire que d'un côté il y avait les hommes, de l'autre côté il y avait les femmes assises, donc pas ensemble, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs partout, puisqu'on a assisté à des moments où c'était pas ça. Et donc je voulais juste aller un tout petit peu plus loin que ce qui me semblait un petit peu sommaire. Et puis en plus, comme je trouve que c'est un débat, le débat en ce moment sur l'islam et les musulmans, c'est quand même central, on en parle, je vais encore en parler tout à l'heure en recevant quelqu'un à iTélé, donc ça me semble intéressant d'aller voir de ce côté-là, et ça me semble intéressant que les médias, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y avait pas foule en termes de médias français. Je sais pas, 150 000 musulmans pratiquants, parce qu'en l'occurrence c'est plutôt des gens qui sont pratiquants, français, là, réunis ensemble, et qui est pas... Moi je pensais qu'il y aurait toute la presse pour essayer de voir, pour comprendre. Et je dis pas qu'il faut applaudir, simplement pour voir les gens. C'est quand même une espèce de réunion de tellement de gens qui sont différents. Vous voyez, des filles voilées, des filles qui ne le sont pas, des gens qui pensent manifestement des choses complètement différentes et tout de l'islam. Voilà, donc j'avais envie d'avoir cette curiosité-là, ça me semblait basique. Et alors vous qui êtes spécialiste des médias, est-ce que vous avez une idée pour laquelle il y avait si peu de médias? Enfin, en gros, à votre conférence, on était les seuls journalistes. Hein. Absolument, mais attendez, je sais pas, vous êtes promené comme moi. Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce que... Je sais pas, est-ce que c'est de l'absence de curiosité? Moi, j'ai posé la question à des journalistes, mais comment ça se fait que vous n'y êtes pas allé? D'une certaine façon, je sais pas, c'est pas une bonne fois, mais c'est une espèce de fête de l'humain des islamistes de France. Islamistes ou... des musulmans de France, des musulmans croyants de France. Je veux dire, à la fête de l'humain, il y a personne qui penserait ne pas y aller. Je veux dire, non, je comprends pas cette absence de curiosité. Encore moins aujourd'hui, parce qu'une fois de plus, c'est le débat qui est le débat omniprésent. On n'arrive pas à sortir de ce débat-là. Vous pouvez pas passer une semaine sans en discuter. Ne pas y aller, ça me semble quasiment, je dirais, une erreur, pour pas dire une faute professionnelle. D'autant plus qu'ils avaient une affiche avec vous et Tariq Ramadan. Oui, non, mais au-delà de ça, même le seul fait, ce lieu, ce hall, où il y a plein de gens qui viennent acheter tout un tas de produits halal, de tenues et tout, même en termes d'image, c'est quand même pour... Moi, je fais de la télé, en termes d'image, c'est surprenant, c'est étonnant, et ces gens qui choisissent des tenues, des abayas différentes, des voiles différents et tout, ça mérite d'être montré, enfin, me semble-t-il. Alors, justement, je disais que j'étais le seul journaliste accrédité, à votre conférence en tout cas, et alors il y a quelqu'un de la sécurité qui est venu me voir au plein milieu de la conférence débat, et qui m'a dit qu'il n'y a pas de questions pour la presse. Alors j'en ai pris acte, et puis après, je pensais qu'il y aurait un petit espace qui serait prévu pour les questions aux intervenants, et en fait, non. Donc, est-ce que vous n'avez pas apporté finalement votre caution de fondateur de Reporters sans frontières à un événement qui finalement, en termes de liberté de la presse, laissait franchement à désirer, et je suis gentil. Ouais, je suis pas totalement de votre avis. D'abord parce que c'était un débat entre la salle et le public, et c'était pas à ce moment-là une conférence de presse. Donc ils vous disent à ce moment-là, c'est pas le moment pour les gens de se poser des questions, mais c'est les gens qui posaient les questions. Vous avez vu comment ça se passait, qui posaient les questions, ça me choque pas en soi. Ensuite, le fait que vous ayez pas pu me rencontrer après et tout, là c'est de ma faute parce que je suis parti. Non mais Tariq Ramadan non plus. Mais Tariq il est resté pourtant, Tariq Ramadan. Je sais pas comment c'est passé. En tout cas moi, c'était dimanche, je voulais rentrer chez moi. Ça faisait 4 heures que j'étais là. Et puis vous me recevez maintenant? Je vous reçois maintenant, je vous recevrai quand vous voulez, donc la question ne se posait pas. J'y étais déjà la veille, j'avais envie de rentrer. Je ne vais pas excuser les gens, je ne connais pas leur comportement vis-à-vis des médias. Je pense qu'il y a peut-être aussi une espèce d'abord d'étonnement, ils étaient étonnés qu'il y ait aussi peu de médias, et ils sont peut-être à cran sur la façon dont ils sont traités dans les médias. C'est-à-dire que non content, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être manifestement là ignoré par les médias, il y a un regard qui est un peu réducteur.
une fois de plus, dire d'un rassemblement où il y a 100 ou 150 000 personnes, d'en retenir qu'un endroit, une salle où il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes, et dire ces 150 000 personnes se réduisent à ça, je pense que ça a de quoi être un peu exaspérant. Très bien. Alors, lors du débat, vous êtes tombé d'accord avec Tariq Ramadan quand même un certain nombre de fois, pour ne pas dire quasiment tout le temps. Et quand vous l'avez contredit, c'était souvent même pour aller plus loin que lui dans son sens. Par exemple, à un moment, vous avez cité la loi sur la burqa et sur le voile contre lesquels vous êtes et qu'il ne mentionnait pas. Est-ce que vous n'avez rien de particulièrement important à lui reprocher en termes démocratiques ou autres? Non. J'ai souvent les mêmes idées que Tariq Ramadan sur le fond. Je l'ai reçu. Je trouve que ce qu'il dit est souvent marqué du sceau du bon sens. Non, je ne suis pas contrairement à un certain nombre des gens avec qui on m'associe en disant une bande de réac et tout, sur la question de l'islam, j'ai des positions très très différentes d'eux. Et je pense, pour revenir à ce qui s'est passé là donc au Bourget, que les gens qui étaient là sont pas des dangers pour notre démocratie. C'est des gens, c'est pas eux qui posent problème dans les banlieues, c'est pas ces jeunes femmes qui sont avec un voile et qui parlent de Dieu, qui sont problématiques, pas plus que des catholiques pratiquantes le sont. Et Tariq Ramadan, si j'ai des points de désaccord avec lui, hier j'en avais pas, oui j'en aurais sur ce qu'il dit sur les nouvelles constitutions qui doivent être celles qui seront celles, de toute façon, dans le monde arabe, on peut avoir des points de désaccord sur des points. Oui, on peut avoir des points de désaccord, mais globalement, non. Je suis même, oui, mais je l'ai toujours été. Personne ne peut me dire le contraire. J'ai jamais applaudi à la loi interdisant le voile et j'ai jamais applaudi à la loi interdisant le niqab. Je pense que c'est deux mauvaises lois. Mais je l'ai toujours dit, personne ne peut me reprocher. C'est même sidérant, et je suis content de répondre à vos questions, parce que quand j'entends des gens dire « oui, mais vous êtes anti-musulman », je suis le contraire de ça. Le contraire de ça. On peut ne pas être tous les deux d'accord là-dessus, mais vous ne pouvez pas dire qu'une fois, j'ai dit, qu'une fois, vous me surpreniez en tenant des propos contradictoires. Parce qu'en même temps, par exemple, j'ai dit que j'étais contre le fait qu'il y ait une multiplication des minarets dans un pays de tradition chrétienne. Mais je dis l'un et l'autre. Ouais. Mais je pense qu'il faut plus de mosquées, mais qu'on peut faire des mosquées sans minarets. Je pense que si les gens voulaient trouver des solutions à ces problèmes-là, ils les trouveraient. Le problème, c'est que souvent, les gens ne veulent pas trouver de solutions. Ils poussent à ce qu'il y ait des antagonismes et des conflits. Alors, puisque vous me tendez la perche, vous êtes pour l'un et l'autre, mais à cette conférence, vous n'avez donné qu'une partie, c'est-à-dire justement, vous n'avez pas été provocateur, contrairement à l'UPJF quand vous y êtes allé, donc l'Union des patrons juifs de France. Là, vous êtes tout de suite rentré bille en tête, il n'y a pas d'antisémitisme en France, critiquer Israël c'est interdit, etc. Là, effectivement, vos propos critiques à l'égard de l'islam, on ne les a pas entendus. Alors, est-ce que... Mais vous ne les avez pas entendus, parce que est-ce que je peux juste vous dire que la façon dont j'ai été reçu n'était pas tout à fait la même. C'est-à-dire, entre un endroit où les gens vous écoutent et un endroit où vous finissez pas une phrase, ça pousse pas tout à fait au même type de débat. Je pense qu'on aurait pu rester 1 heure de plus et on aurait eu un vrai débat au Bourget, alors que quand la réunion auquel vous faites allusion, où je suis déjà allé c'était la 2e année où j'irai si on m'y invite encore, je vous ferai remarquer, vous y étiez donc vous pouvez en témoigner, que j'ai pas fini une phrase. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps même de dire un propos critique. Je ne finissais pas une phrase. Je m'étonnais même qu'on m'invite pour ne pas me laisser dire une phrase. Ça gênait même un certain nombre de gens qui étaient autour de la table. Elisabeth Lévy, même, comment il s'appelle ? Michel Zerbib, l'animateur. Oui, bien sûr. Oui, un certain nombre de gens qui comprennent pas très bien qu'on m'invite pour ça. Si on m'avait posé une question sur Israël, j'aurais dit par rapport à Israël, et c'était pas l'objet, la même chose au Bourget que j'ai dit face alors j'allais dire au patron juif de France. Voilà, je cherchais, puis c'était... Enfin, Robert Ménard, là vous trompez personne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous laisse parler pour avoir l'esprit de contradiction assez naturellement. Or là, on sentait quand même une vraie retenue. Parce que je pensais que c'était pas... Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, parce que je pensais que le lieu ne s'y prêtait pas, parce que les gens écoutaient, parce que les gens ils avaient envie d'entendre, parce que j'étais un des rares
personnes qui avaient accepté de venir, qui n'étaient pas musulmans. Vous avez vu, la plupart des débats, c'était des musulmans, et que je trouvais bien d'être là, que ça m'intéressait, que je sortais, j'avais pris la navette et que j'avais entendu un certain nombre de jeunes filles qui disaient voilées, qui disaient un certain nombre de choses qui m'intéressaient, qui m'interpellaient, qui me posent question, et que je n'ai pas pour vocation d'être provocateur partout. Alors, vous étiez notamment d'accord sur le fait qu'il y a un deux poids deux mesures entre l'islam et les autres grandes religions, et que vous avez souhaité, comme Tariq Ramadan, que l'islam soit traité de la même manière, si je résume un peu. Est-ce que vous seriez donc favorable à ce qu'il y ait donc un Sanhédrin de l'islam, comme il y a eu pour le judaïsme sous Napoléon, c'est-à-dire que le judaïsme a dû se conformer aux lois françaises, ou comme un aggiornamento laïque de l'islam, comme il y a eu avec le catholicisme en 1905. Ça serait pour mettre à niveau l'islam avec les autres grandes religions, non? Mais c'était pas comme ça que vous l'avez présenté avec Ramadan. Oui, mais je crois que c'est en train de se faire. Je crois que le voile n'est pas le problème. Honnêtement, moi, ça me gêne pas du tout. Alors, je veux dire, parce que ça me gêne pas plus. Peut-être parce que je préfère voir un curé en soutane et une bonne sœur avec des cornettes, et que je trouve que je cacherai pas, que j'ai horreur des gens qui cachent ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, c'est en train de changer d'ailleurs, l'Église catholique, elle a cru qu'en enlevant toutes ces différences, y compris vestimentaires, elle allait mieux s'intégrer dans une société. Non, elle a été balayée d'une société. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, bien sûr que je crois qu'il faut comment vous dire, que l'islam, il s'adapte au pays d'accueil qui est le nôtre. Mais le fait, encore une fois, que des gens portent une abaya ou portent un voile, honnêtement, ça me semble pas problématique dans notre pays. Donc, qu'est-ce qui pose problème selon vous? Ce qui pose problème, c'est un certain nombre de femmes qui portent un niqab et dont on voit pas le visage. Mais alors on répond, c'est un problème de sécurité. Et on règle le problème de sécurité. Mais quand on me dit c'est indigne du statut de la femme, on est sur un autre terrain. Mais là, sur l'islam, parce que c'est vous qui ramenez sur la burqa, moi je suis sur l'islam. Quel est le problème de l'islam? Est-ce que c'est le dogme islamique qui peut poser problème? Non, mais moi, il me pose aucun problème. Je crois que sur le statut de la femme dans la Bible, je peux vous citer un certain nombre de passages où la femme n'est pas traitée royalement. Est-ce que si vous voulez me faire dire, est-ce que le statut de la femme dans les pays musulmans, il est convenable? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais c'est pour ça la charia, par exemple. Comment? Oui, mais enfin, personne ici demande l'application de la charia en France. Oui, mais enfin, attendez, non, c'est le dogme d'un certain nombre de gens qui ont une lecture spéciale de l'islam. Je veux dire, je pense, encore une fois, oui, si vous voulez que je vous dise, la charia ne doit pas s'appliquer ici, mais je n'ai pas entendu beaucoup de gens de l'islam ici, de responsables musulmans ici, revendiquer l'application de la charia ici. Je crois pas. Je crois qu'on peut faire un certain nombre de procès. On peut dire, mais je l'ai dit, par rapport aux prières dans la rue, je l'ai dit au Bourget. Je suppose que vous m'avez entendu. À la fois, il y a un problème de place, mais il y a pour un certain nombre de musulmans, c'est une façon de se proclamer musulman, et ça, c'est pas acceptable. Quand j'ai dit aussi qu'il y avait un problème avec le financement des mosquées, et pas seulement, vous avez vu que Tariq Ramadan, qui n'en parlait pas, a fini par en parler. Le problème de l'islam ici, c'est comment il est tenu pas par l'Arabie Saoudite. Oui, mais il citait que l'Arabie Saoudite. Le problème, il n'est pas là. Parce que tout le monde est d'accord contre l'Arabie Saoudite. Le problème, il est sur l'Algérie et le Maroc. C'est ça le vrai problème. Et je pense que parler de ça, c'est parler du vrai problème. Parler de... un peu gêné, d'ailleurs. Bien sûr, parler de l'Arabie Saoudite, mais il est d'accord avec moi pour en parler. Personne n'a envie que les mosquées elles soient financées par l'Arabie Saoudite. Même les musulmans vous le diront. Demandez aux organisations musulmanes de dire il faut rompre les liens avec le gouvernement algérien et le gouvernement marocain, vous verrez qu'il y a un peu plus de problèmes. Parce que ça, le problème, si un certain nombre de mosquées ne sont pas financées, et je l'ai dit, c'est en raison de ces problèmes-là. C'est les disputes entre en gros, musulmans d'origine marocaine et musulmans d'origine algérienne et les bisbilles. Et il a eu raison. Vous avez vu qu'après, il en a parlé, mais spontanément, il n'en parlait pas. C'est vrai. Et j'en ai fait état dans mon compte-rendu de cette conférence débat. Alors,
on pourrait rajouter un certain nombre de débats qui n'ont pas eu lieu parce que vous ne l'avez pas souhaité, mais tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les écoles, avec le halal. Bon, le financement des mosquées, moi, j'ai pas entendu beaucoup de choses, alors que l'État finance quand même massivement, directement et indirectement, via les bails amphithéotiques, etc. Mais ça, il n'en a pas été question. Et sur les cours d'histoire, par exemple... De vous à moi, on finance indirectement tout un tas de bâtiments catholiques. Vous voulez que pas je pour vous la dise- construction. Attendez, quand il a fallu payer 50 millions, c'était avant que, c'était au temps de Jean-Paul II, comment ça s'appelle, là, le centre de conférence dans Paris, là, chez les Bernardins, qui a payé, c'est quoi, c'est qui? Mais donc, il faut financer l'islam? Comment? Moi, non, ça me choque pas. De la même façon que ça me choque pas les processions, je l'ai dit pour les rameaux, ça me choque pas s'il y avait des processions musulmanes dans des lieux quand on te demande des autorisations, ça me choque absolument pas. Et qu'on finance, qu'on aide à la construction d'un certain nombre de mosquées, ça me choque pas plus que quand on finance les bâtiments de l'Église catholique. Moi, j'y suis attaché. Je suis pas du tout un laïcard fou furieux sur ce thème-là, mais je l'ai jamais été. Donc, on me fait des procès, mais pas celui-là. Alors, donc cet événement a été organisé par l'UOIF, l'Union des organismes islamiques de France, je crois. Ouais. Que savez-vous d'eux et est-ce que vous êtes renseigné sur eux avant d'y aller? Parce qu'ils sont décrits, à mon avis, à juste titre, comme un peu la branche dure de l'islam de France, parce que c'est la branche française de l'UOIE, elle-même dirigée par un certain Youssouf Al-Qaradawi, qui fait clairement l'apologie de Hitler dans ses prêches sur Al Jazeera, qui dit qu'il faut tuer les apostats et lyncher les homosexuels. Alors, est-ce que vous étiez au courant de ça, puisque Youssouf Al-Qaradawi a été reçu à très nombreuses reprises, pas cette année, et Tariq Ramadan lui-même préface, comme ça je dis tout, puis vous pouvez réagir, mais il a préfacé, où il a parlé de lui en des termes élogieux dans un livre avec Aziz Zemmouri du Figaro. Écoutez, non, je ne me suis pas renseigné plus que ça, mais je ne l'ai pas fait pour les organisations juives ou catholiques qui me reçoivent, et c'est pas mon problème. Je suis responsable des propos que je tiens. Si jamais quelqu'un avait fait à la table l'apologie d'Hitler, j'aurais répondu. Je vous ferai remarquer que personne ne l'a fait, et que le débat, aussi bien à la table que les gens qui posaient les questions, me semble un débat on ne peut plus correct, posant des questions qui se posent dans des termes en plus très corrects et très agréables, même agréablement dit. Voilà, je m'arrête là. Sinon, vous discutez plus avec personne. Je peux aussi ne pas recevoir quelqu'un parce qu'il n'aura pas condamné en Israël un parti d'extrême droite qui est aussi fasciste. Non, attendez, je discute avec les gens qui sont en face de moi. Il y avait le vice-président de l'UOIF, c'était le vice-président de la communication qui m'avait invité. Tariq Ramadan, je le connais. Discuter avec Tariq Ramadan, ça me pose aucun problème. Et ça, est-ce que vous avez eu en parler avec Tariq Ramadan, du fait qu'il a préfacé... Non, mais je ne le savais pas et je pourrais lui poser la question sans aucun problème. Mais honnêtement, de discuter avec Tariq Ramadan, ça me dérange. Je discute avec n'importe qui. Alors donc, et Tariq Ramadan, de la même façon, je ne partage pas toutes ses idées, mais discuter, je discute avec tout le monde. Alors, sur la polémique autour de votre livre maintenant, puisque vous sortez un livre, c'est votre actualité. On aurait pu commencer par là d'ailleurs. Moi j'ai été choqué par au moins deux choses. La première c'est qu'il fasse 23 pages et on a un peu l'impression que c'est la facilité ou c'est le syndrome Essel ou c'est un peu des deux. Est-ce que finalement le livre c'est pas quelque chose de plus profond que ça, que simplement une brochure? Enfin on a l'impression. Est-ce que vous n'êtes pas dans la facilité? On a écrit déjà des livres sur le même thème, des vrais livres, vous n'avez qu'à les lire, qu'est-ce que je voulais dire? Là, celui-là. Oui, celui-là on ne refait pas un livre, on refait un pamphlet. On n'a jamais dit que c'était un livre, on a dit que c'était un pamphlet. C'est une façon d'intervenir dans le débat public différemment. Je pense qu'il y a des gens qui liront ces 30 pages, qui liraient jamais un livre de 200 pages. Voilà, on a déjà écrit avec Emmanuel des livres de 200 pages sur le même sujet. Il y en a un qui s'appelait La dictature des bien-pensants. Pardon ? La censure des bien-pensants. Voilà, les gens qui veulent lire sur le fond ce qu'on pense, ils le lisent. Là, c'est un pamphlet pour intervenir dans le débat public. On est des militants. Donc une fois on fait ça, moi je fais une émission de télé, je fais de la radio, chaque fois je le conçois pour faire avancer la liberté d'expression. C'est une façon de faire avancer la liberté d'expression, de faire un pamphlet parce que les gens le lisent. Ils lisent 30 pages qui résument, ça, chaque 10 litres, ça pourrait faire un chapitre d'un livre.
Mais on l'a déjà fait, on ne va pas le refaire, on fait autre chose. Vous voulez plus lire ce que j'écris, mais j'écris 4 ou 5 livres, vous pouvez les lire. Alors, ils le lisent, mais apparemment pas les journalistes ou pas tous les journalistes qui vous reçoivent et vous leur reprochez. Est-ce que, à un moment, vous avez dit Pascal Clark était un peu faux cul. Est-ce que c'est pas un peu faux cul de reprocher ça aux journalistes, alors que vous-même, j'imagine, je ne veux pas faire procès d'intention, mais est-ce que vous avez lu déjà tous les livres des gens que vous avez reçus? Ou le livre à chaque fois que je vous recevez lis. une personne? Attendez, je n'ai jamais reçu quelqu'un dont je n'ai pas lu le livre. J'en reçois peu. Alors vous me direz, je ne fais pas ça tous les jours. Je ne suis pas assez fou furieux. Quand je parle d'un livre, je reçois Oscar Schlesinger, je ne lis pas les livres d'Oscar Schlesinger, mais je ne fais pas semblant de dire je les ai lus. Je viens pas, là, si je viens dans une émission avec un livre à la main en disant je vais vous interroger sur ce livre-là, je le lis. Sinon, il m'arrive de présenter des livres de mes invités, mais je n'ai pas parlé du livre. C'est une nuance, d'une part. En plus là, ils n'ont même pas cette excuse-là. Il fait, combien vous m'avez dit, 30 pages. Donc ça se lit facilement, ça se lit facilement. Je vous ferai remarquer qu'il y avait des gens qui n'avaient pas vu autre chose, des journalistes qui n'avaient pas vu autre chose que le titre. Ils n'avaient même pas la 4e couverture, même pas les bonnes feuilles, vous savez, comme on lit dans les journaux. Rien du tout. Là, ça vous sidère. Ça vous sidère. Quant à Pascal Clark, je ne lui ai pas dit faux cul là-dessus. Pascal Clark finit en me disant Emmanuel, qui est à côté de moi, n'est pas là. Elle ne l'a pas invité, elle se fout de ma figure, elle m'invite moi, et elle s'étonne que celle qu'elle n'a pas invitée ne soit pas là. Attendez, qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place? Attendez, ce genre de rhétorique, sauf qu'elle est tombée sur quelqu'un qui la prend mal, et qui va pas dans son sens, ou qui fait pas attention à la cajoler dans le sens du poil. J'ai pas vraiment envie de la cajoler, il faut dire. Alors, dernière question, c'est sur votre présence médiatique, de plus en plus importante. Bon, on vous a toujours vu assez présent en France depuis une trentaine d'années, mais là, c'est vrai qu'on arrive à un certain sommet, un climax, comme on dirait. Est-ce que, donc, vous avez été reçu par une dizaine d'émissions radio-télé, ou une vingtaine peut-être? Je sais pas. Bon, donc suffisamment pour qu'on ne puisse pas les compter. Vous vous êtes présenté dans votre propre émission, on vous a interviewé dans votre propre émission. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est beaucoup de bruit, non pas pour rien, mais enfin, est-ce que ça ne creuse pas finalement le gouffre qu'il y a entre l'oligarchie médiatique et la base, sachant qu'il y a énormément d'autres journalistes ou pas, qui défendent des positions similaires aux vôtres, et on a l'impression qu'on voit un peu toujours les 5 mêmes, Elisabeth Lévy, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, vous, bon. Mais Éric Brunet, maintenant, quelques-uns. Quoi. Ma réponse, parce qu'il y a plusieurs questions en même temps. Je n'avais pas l'intention d'être invité dans mon émission. C'est ma chaîne qui ne voulait pas, et on peut les comprendre, que j'aille avant dans des émissions que chez moi. Moi, je suis le journaliste d'une télévision qui s'appelle iTélé. Le patron d'iTélé, Pierre Friedenreich, m'a dit, mais enfin, c'est d'abord chez nous que tu viens t'expliquer. Tu vas être dans tous les médias. La moindre chose, c'est que tu viennes d'abord chez les spectateurs de la chaîne qui t'emploient. Qu'est-ce que vous auriez dit à ma place? J'ai dit oui, ça j'ai dit, mais attends, où? Il m'a dit, mais on va te prendre à ton propre jeu, il y a quelqu'un qui va t'interviewer dans ton émission. Voilà, ça s'est passé comme ça, et je ne demande pas aux gens de m'inviter ensuite, d'une part, et encore moins dans ma propre chaîne. Ça, c'est la première chose. Oui, mais ça, c'est le fonctionnement des médias, sur votre deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes que moi, ou qu'Emmanuel, qui pensons ce qu'on est en train de dire? Vous attendez un exemple de ça. Il y a plein de gens que je connais qui pensent différemment. Le problème des médias, c'est que on invite les gens qu'on connaît déjà dans les médias. Vous savez, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire, vous demandez, mais moi ça m'arrive, je suis confronté à cette question régulièrement. Je dis, tiens, je voudrais recevoir telle personne. Ah, mais on le connaît pas. J'ai dit, mais alors, si on doit inviter que les gens qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on invite toujours le même monde. Donc, de temps en temps, j'essaye dans mes émissions d'inviter des gens qu'on ne reçoit pas ailleurs. Et il y en a qui sont venus que chez moi parce qu'ils ne sont jamais reçus dans aucune autre télévision. Mais ça, c'est le fonctionnement des médias. Le problème, c'est que moi, je prends à bras le corps ça en essayant de faire passer des idées. Mais honnêtement, là, ça va maintenant, quoi. Je veux dire, d'abord parce que j'ai pas passé ma vie à parler de ce livre, parce que j'ai d'autres choses à faire, et puisqu'à un moment donné, c'est en même temps contre-productif. Moi, j'ai envie que ce soit un débat qui soit mené par d'autres. Moi, je vous dis tout de suite, moi, je ne rêverais que d'autres gens qui viennent expliquer dans d'autres émissions ou l'émission où je suis allé, pourquoi ils sont d'accord avec le fait, oui, qu'on puisse, être voltairien, comme vous le disiez, c'est-à-dire penser qu'on doit ouvrir les médias à tous les points de vue,
même les plus critiquables, même les plus qui vous hérissent le poil, même les plus scabreux, mais qu'on doit donner la parole aux gens parce que c'est aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, de trancher. Moi, je pense pas à la place des gens. Je leur donne matière à penser. Je pense que c'est bien de terminer là-dessus. Merci beaucoup, Robert Ménard.